Grâce aux nouvelles technologies et à l'Internet, le monde vit une mutation informatique. Les modèles classiques n'y résistant pas, vers quel type de société devons-nous aller? On passe notre temps tous à expliquer que nous sommes dans un village planétaire, mais nous sommes dans un village où le tiers de la population ne mange pas à sa faim, un autre n'a pas l'eau potable, presque un tiers ne sait pas lire, où les armes sont en vente libre, et où il n'y a ni impôt, ni solidarité, ni justice, ni police, ni maire. Bon, si un tel village existait, il serait à feu à sang depuis longtemps, et les pauvres seraient depuis longtemps venus casser les quartiers riches. C'est ce qui va se passer. Si on ne met pas de l'ordre, si on ne crée pas une véritable solidarité planétaire, l'effet des nouvelles technologies qui est d'accélérer les procédures et de rendre les distances gratuites. Au fond, qu'est-ce qu'Internet d'abord? C'est la distance est gratuite. Ou presque gratuite, puisque ça les ramener au coût de communication. Quand la distance est gratuite, il y a une conscience de l'identité planétaire telle qu'il faut des lois planétaires. Et la première des lois planétaires qu'il faut, c'est la création d'un impôt planétaire, d'un budget planétaire qui permettrait de mettre en place les instruments de contrôle des différents sujets qui exigent une action planétaire. La drogue, la pollution de l'air, les manipulations génétiques, la prolifération nucléaire, toutes ces choses qui exigent à l'évidence une action de contrôle et de sanction planétaire, donc un tribunal, une police, des forces d'intervention, etc., qui n'ont pas de sens sans un impôt. C'est-à-dire sans un impôt qui ne soit pas simplement des contributions volontaires des États, qui font que quand un État n'est pas content, comme les États-Unis, ils ne versent pas, et puis tout ça tombe en faillite, mais il faudrait un impôt planétaire. Ce que le net, d'ailleurs, rend aussi possible. On pourrait imaginer très facilement, d'un point de vue technique, un impôt sur les transactions multilatérales, financières. Bon, là, les chiffres sont faramineux. Si on ne peut appliquer la justice, c'est qu'il n'y a plus de justice. À Bruxelles, les juges de l'appel de Genève se sont réunis pour réfléchir à la nouvelle criminalité. Le juge Jean de Maillard veut lancer un observatoire international du crime. Les juges ont des procédures qu'ils ont élaborées pendant des siècles et qui ont évolué lentement, qui continuent d'évoluer toujours lentement. Nous vivons tous dans un autre âge parce que la justice, ça fait très peu de temps qu'elle est habituée à travailler sur l'instant présent. Traditionnellement, la justice, elle était faite pour régler des problèmes qui étaient passés. Aujourd'hui, avec Internet, et, entre autres, mais en particulier Internet, non seulement on nous demande de travailler dans le présent le plus immédiat, mais aussi dans le futur, et non seulement dans le concret, mais aussi dans le virtuel. Alors, tout ça, on ne sait pas le manier. Garde, faites entrer le prévenu. Vous avez des gens qui, avec Internet, font 3 fois le tour de la Terre en 5 minutes, sont capables de vous constituer en une journée autant de sociétés qu'ils veulent dans les paradis fiscaux. Vous tapez offshore banking sur Internet, sur votre moteur de recherche, et puis vous pouvez y aller. On va vous donner le tarif d'ouverture d'une société panaméenne, d'une société offshore n'importe où, quelques coups de téléphone, un virement bancaire. Vous avez constitué votre société, vous pouvez en constituer 20 par jour si vous voulez. Et nous, les juges, si on veut courir derrière tout ça, avec nos moyens, grosso modo, il faut compter dans le meilleur des cas 18 mois pour avoir une seule réponse. Je n'ai pas de micro-ordinateur, du moins je n'en ai pas qui me soit fourni par le ministère de la Justice. Les magistrats doivent être probablement les derniers travailleurs intellectuels qui travaillent sans ordinateur. Campino Arlacchi, qui est probablement l'un des meilleurs connaisseurs de la grande criminalité organisée et de la mafia dans le monde, qui est directeur à l'ONU maintenant, dit qu'il se blanchit chaque jour 1 milliard de dollars sur les marchés financiers mondiaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de l'ordre de, mettons grosso modo, personne ne le sait en réalité exactement, mais peut-être entre 300 et 400 milliards de dollars par an qui sont blanchis sur les marchés financiers. Est-ce que vous imaginez sérieusement que l'ensemble des pays industrialisés, développés, et que les systèmes financiers de ces pays peuvent se passer de cet argent? Bien sûr que non. Donc,
comment pouvez-vous imaginer que les justices et les gouvernements de ces pays se dotent des moyens de faire exploser la finance internationale? C'est ridicule. Si on parle d'une estimation d'1 milliard de dollars jour de blanchiment, ça ne représente qu'1 ou 2 minutes dans les marchés financiers. Plus de 1000 milliards de dollars circulent chaque jour dans les banques de New York. Alors 1 milliard, ça passe en un clin d'œil. Comment voulez-vous que les juges travaillent sur des réseaux criminels qui, eux, sont des réseaux continus, alors que nous, nos définitions s'arrêtent à nos frontières? C'est impossible. De même que la connaissance de ces réseaux suppose qu'on sache depuis Paris ce qui se passe à Tokyo, à Ottawa, à Washington, à Séoul, etc., plus tous les paradis bancaires et fiscaux, puisque c'est à travers tout ça que circulent les mafias et leur argent. Les clients sont peut-être suspects, mais leurs banquiers sont parmi les plus respectables du monde. Il n'est pas possible de connaître tous nos clients. Mais est-ce que chaque banque connaît tous ses clients? Une fois que l'argent est entré dans le système bancaire, il est propre. Le problème avec le blanchiment de l'argent est le premier point d'entrée dans le système. Pour pouvoir pénétrer un marché, ils doivent réussir à passer par une banque. Vous ne pouvez pas aller voir Merrill Lynch et dire « Je voudrais acheter 1000 actions de BNP et voici une valise pleine d'argent ». Cependant, si vous entrez dans une petite banque dans les îles Caïmans et que cette petite banque dans les îles Caïmans transfère l'argent à une banque en Suisse qui le transfère à une banque à Dubaï, quand ça arrive chez Merrill Lynch, ça apparaît tout à fait légal. Dans les triades asiatiques, chinoises, lorsqu'elles veulent monter un trafic, elles se trouvent des partenaires, elles passent des contrats, elles sous-traitent, elles font appel à d'autres mafias, etc. Les mafias ont cette habitude depuis longtemps et je n'ai pas entendu dire qu'elles s'en portaient mal. Les juges, eux, ne savent pas travailler comme ça. Il faudrait qu'ils apprennent. Il y a un danger que cette puissance, en fait, peu à peu, s'investisse dans toute une série de secteurs économiques et financiers et finalement non seulement blanchissent, mais dominent ces secteurs. Les seules frontières qui existent sont pour les magistrats et les policiers. Et donc, notamment, si on construit l'Europe, et si on ne veut pas que cette Europe ne soit que l'Europe des mafias, il faut aussi qu'elle soit une Europe judiciaire. Il n'y a pas que les personnes louches qui utilisent les îles Caïmans ou les paradis fiscaux. Ce sont des riches qui cherchent à contourner les lois, qui fuient l'impôt ou ont simplement besoin de secrets. C'est toute la clique des riches du monde qui soutient ce type d'institutions. Les outils juridiques qui sont à la disposition des États sont complètement obsolètes. C'est la diligence à l'heure de la fusée interplanétaire. Je crois qu'il y a un effet, à travers cet instrument, un risque très grand de voir s'opérer d'une façon beaucoup plus sophistiquée ces opérations de blanchiment de l'argent sale. C'est un danger grave. Mais là où la technique aide le voleur, elle peut aussi aider le gendarme. Et je suis persuadé qu'à condition que les gouvernements et les organisations internationales s'y mettent ensemble, à condition qu'ils s'efforcent ensemble en particulier de suivre de plus près et de contrôler les transactions opérées dans les centres offshore, dans les paradis fiscaux et autres ports de complaisance, je suis persuadé que l'on peut faire de grands progrès dans la lutte contre l'argent sale. Dans cet environnement de réseau, quelle nouvelle forme doit prendre l'État ? Ce qui semble évident, c'est qu'on entend beaucoup de craquements dans la maison.
La question du rôle de l'État est en effet assez intéressante parce que je n'ai pas en tête de références historiques dans lesquelles il se passe sur le sol d'un État quelque chose sur lequel il n'a aucune prise. Aucune. Je dirais, je ne vois pas comment l'État peut empêcher aujourd'hui quelqu'un, à travers Internet, de se connecter avec un serveur au bout du monde. Comment il peut avoir le moindre contrôle là-dessus? Je crois que c'est là où il y a l'un des paradoxes par rapport aux États et par rapport aux pouvoirs nationaux, c'est comment vouloir enfermer et comment vouloir édicter des réglementations qui s'adaptent à un outil qui, par excellence, est l'outil de la liberté la plus totale. Et je suis convaincu que si en France on faisait cette erreur-là, on mettrait un peu la France de côté par rapport à ce développement. Je pense par contre que l'Internet va développer la responsabilité. Et pour moi, c'est très fondamental. Développer la responsabilité, c'est permettre aux gens d'être plus adultes, d'assumer les décisions qui sont prises et non pas de dire c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel, c'est le gouvernement qui, etc., qui est une attitude un peu passive et qui ne développe pas finalement la richesse qu'il y a derrière à assumer ses propres décisions et ses propres responsabilités. La réponse classique, mais qui n'est pas très satisfaisante, c'est de dire qu'il faut donc que maintenant on passe à un niveau de gouvernement mondial, puisqu'il n'y a que par accord mondial qu'on arrivera. Alors là, bonjour, hein, quand on voit déjà l'Europe, le temps qu'on met à avancer, on se dit c'est pas demain la veille, et dans l'intervalle, les réseaux, eux, auront proliféré dans tous les sens, créant des problèmes dont on ne mesure pas encore, à mon avis, toute l'ampleur. La grande faille de notre système, c'est que les phénomènes sont mondiaux et les réponses sont nationales. Bon. Et donc, la politique du prochain siècle, c'est de porter la réponse au niveau mondial. La politique internationale, et a fortiori l'économie internationale, est livrée à des égoïsmes sacrés, qui sont bien incapables de s'abstraire de leur propre intérêt à court terme pour passer à un niveau de réflexion à plus long terme. Et l'émergence de cet intérêt général est un processus très difficile. C'est un accouchement très difficile, parce que ça revient à s'oublier un peu soi-même pour aller chercher ce qui dépasse les intérêts catégoriels, les intérêts spécifiques, les intérêts nationaux, même vitaux, pour atteindre à cet idéal qui serait l'intérêt supérieur de l'humanité. Qu'est-ce que ça va être, l'État? Là, il y a des gens qui disent il faudrait en fait... l'État va peut-être... La notion d'État telle qu'on la connaît aujourd'hui va probablement disparaître. Quand? On n'en sait rien. Et il y aura une espèce de gouvernement mondial, une espèce d'ONU mondiale, avec un président de la Terre, etc. Et avec de plus en plus des territoires, des pouvoirs locaux. Je ne crois pas que des pays petits puissent par eux-mêmes résister. Donc il va y avoir des regroupements continentaux, subcontinentaux. C'est ce que vous voyez en Amérique du Nord. Appliqué d'ailleurs aussi à l'Amérique centrale. C'est ce que vous voyez, même s'il y a des craquements en Asie, et c'est ce qu'on est en train de voir au niveau européen. Personne aujourd'hui ne peut, ni ne se sent en mesure d'incarner l'intérêt supérieur de l'humanité. Et donc là, il y a un déficit de pensée, il y a un déficit politique profond que le système des Nations Unies, par exemple, aujourd'hui, est bien incapable de colmater, ce déficit. Mais qu'il faudra faire apparaître un jour ou l'autre, et le plus tôt sera le mieux, parce que désormais nous sommes une planète ivre, qui n'a pas véritablement de pensée, de finalité de sa propre situation. Il n'y a plus que des mains invisibles dont on sait que lorsqu'elles sont laissées à elles-mêmes, ces mains invisibles créent des situations qui, on le sait bien, seront un jour ou l'autre totalement inacceptables. En voici un exemple. L'Internet permet aux publicitaires de faire une approche personnalisée sur leurs clients. C'est ce qu'on appelle la technologie push. À Los Angeles, au coin de Hollywood Boulevard, voici Paul Grant, PDG prodige de NetCount, qui, grâce à son logiciel de web tracking, va mettre la planète en fiche pour mieux la vendre aux publicitaires. Ce marché existe déjà, les magasins de vente par correspondance vendent vos informations privées depuis longtemps. Sur le net, Paul Grant n'est pas le seul. De nombreuses entreprises informatiques sont en compétition sur ce marché juteux. Paul Grant livre le morceau. Il aura bientôt 300 millions de profils à vendre.
Je m'appelle Paul Grand. J'ai 28 ans. J'ai commencé à 12 ans. J'étais un de ces pirates informatiques qui passent leur temps à programmer. Ces 16 dernières années, j'ai fondé 6 sociétés. La dernière, c'est NetCount. Sur Internet, les annonceurs peuvent faire passer un message directement à une personne. On cible un individu donné. Plutôt que des groupes démographiques, on peut cibler des foyers individuels. Si une famille a un nouveau-né, elle recevra une publicité pour les couches. Grâce aux jeux, la publicité informative, les commerces électroniques, nous avons toute une série d'outils pour capter l'attention du consommateur et l'informer. Notre service nous permet d'établir le profil d'une personne dans le temps. Si une personne est sur un site donné le lundi, sur un autre le mardi, sur un troisième 5 minutes plus tard, etc., nous pouvons suivre les mouvements de cet utilisateur et entrer des informations le concernant dans notre base de données. On sait alors que cette personne aime tel type de voiture, choisit telle source d'information et qu'à telle heure du jour, elle se connecte sur tel site. Nous dressons ainsi un profil assez précis de cet utilisateur. Le tout est d'y arriver sans sacrifier la vie privée. Il est évident que ce côté Big Brother est quelque chose d'effrayant. Si on peut savoir avec certitude que cette personne qui se promène sur ces différents sites s'appelle Paul Grand et habite telle adresse, cette information peut faire peur. Donc nous nous efforçons de dépersonnaliser l'information en nous tenant à un profil démographique. On sait par exemple où il habite, dans quel voisinage, quels sont ses centres d'intérêt, son sexe et même sa tranche d'âge. On stocke tous ces renseignements et on les applique aux transactions. Les sociétés privées ont ou auront accès à une foule de renseignements sur des personnes. Ce qu'elles achètent, ce qu'elles lisent, où elles vont, ce qu'elles mangent, tout ce qu'elles paient avec une carte de crédit, les numéros de téléphone qu'elles appellent. Tout ça existe déjà et ce qu'elles mettent au point sont des logiciels qui réunissent l'ensemble en un seul dossier. Résultat, une invasion de la vie privée digne d'Orwell. Sauf qu'a priori, ce ne sont pas des gouvernements qui font ça, mais des entreprises. Ce qui ne veut pas dire que les gouvernements n'y auront pas accès. « 1984 est là et tout le monde s'en fout. C'est la situation actuelle et comme les gens ne s'en rendent pas compte, ils ne s'en occupent pas. » Si quelqu'un, un petit père du peuple, quel qu'il soit, met la main sur l'Internet, effectivement, on peut savoir tout ce que vous faites. Alors ça, c'est aux citoyens à se réveiller. Mais les citoyens, ils sont même pas au courant. Les politiques, est-ce que les politiques n'ont pas du tout, ils ont envie qu'on soit tracé. Maintenant, on peut dire que votre pub a été lue un millier de fois, dont 400 fois par des gens ayant tel âge et 300 fois par des gens habitant le Wisconsin, l'Allemagne ou Paris. On peut prendre n'importe quel endroit dans le monde. On décompose cette info comme on veut. On peut savoir non seulement quelles personnes ont vu la pub, mais aussi comment elles ont réagi. Je m'inquiète davantage de ce qu'on appelle les chevaux de Troie. Les Troyans, ça me paraît plus inquiétant. C'est-à-dire que quelqu'un vienne installer dans votre machine à votre insu un système qui peut transmettre ce que vous avez fait, ça c'est embêtant. Quand on a commencé avec NetCount, on était 2 sociétés sur le créneau de l'évaluation. Il y avait nous et une autre société appelée Internet Profil. C'est tout. Il y a maintenant 30 sociétés dans des secteurs différents. Toutes n'évaluent pas l'utilisation et les sites. Certaines visent directement l'utilisateur.
D'autres font de l'information personnalisée. D'autres établissent des profils. Il y en a, comme Netscape, qui ont des bases de données très complètes sur leurs utilisateurs. Microsoft, lui, fournit une page personnalisée basée sur les préférences des gens. Quand vous commencez la journée avec Microsoft, vous allumez votre ordinateur, vous arrivez sur votre bureau qui vous fournit un contenu personnalisé adapté à votre profil. Nous allons donc nous relier à ce genre d'informations, non seulement pour pouvoir mesurer ce type d'activité, mais aussi fournir des données plus exploitables pour les publicitaires afin de mieux cibler l'utilisateur. En tant que citoyen, c'est tout de même important de savoir où sont les données et ce qu'on va en faire. C'est vrai que les États perdent beaucoup de pouvoir, beaucoup de moyens. Mais en même temps, tout se met en place pour un formidable contrôle des individus. Prenez la monnaie électronique. À partir du jour où vous aurez une monnaie électronique, c'est-à-dire des petites cartes à puce qui permettront de payer, on ira jusqu'à supprimer les billets de banque. Donc vous ne pourrez plus payer en cash. Donc aucune de vos activités ne sera sans laisser de traces. Et chacun laissera une trace en permanence, où que ce soit. On laissera tout le temps une trace. Donc on sera tout le temps détectable, tout le temps repérable. L'individu devra lui-même, pour s'exprimer, avoir une trace qui sera son pouce, son empreinte, qui lui permettra de payer. Sur ces cartes en question, on vérifiera l'identité par cela. Et donc on sera, comme on dit, fliqué en permanence. Ce qui veut dire par exemple qu'un criminel, sur une décision d'Interpol, ne pourra simplement plus acheter du pain. Nulle part au monde. Il sera en permanence suivi. Il y aura donc plus peut-être... les États seront peut-être affaiblis, mais pas le pouvoir. Car il sera possible de donner des ordres ou de débrancher quelqu'un, unplug, de sortir quelqu'un de la société, de le rendre illégal, simplement par une consigne donnée au réseau. La plus grande menace aujourd'hui sur Internet, c'est que nous soyons tous fichés. Chaque fois que nous cliquons sur une icône ou sur un lien hypertexte, chaque fois que nous procédons à un achat par le biais des technologies les plus banales, la carte bancaire et demain les technologies en ligne, nous laissons des traces. Nous laissons des informations personnelles, quelque part dans des fichiers, qui peuvent être aujourd'hui traités et manipulés à volonté, notamment aux États-Unis où il n'y a aucune législation en la matière. Et le grand risque, c'est tout simplement que nous soyons, s'il n'y a pas une régulation politique, mais également morale et éthique de ces questions, nous soyons tout simplement des citoyens cyber-browsérisés, totalement asservis à une logique de fichage électronique pour le plus grand profit du marché, mais pour le plus grand danger de la dignité humaine. Il est donc très important aujourd'hui de se donner une éthique de la société d'information. Le citoyen de demain, le cyber-citoyen, doit absolument être en mesure de pouvoir avoir accès à ses données personnelles. Et on doit affirmer un principe que chaque citoyen du monde est propriétaire de ses propres informations personnelles, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le marché qui est propriétaire des informations que vous lui donnez volontairement. Le grand luxe, ce sera le droit d'être débranché. Et le grand enjeu de la démocratie, c'est qu'est-ce qui doit rester du domaine de la vie privée. Beaucoup de gens s'inquiètent, à juste titre, de ce que deviendra la protection de la vie privée dans ce nouveau monde. Ils sont inquiets qu'à travers le réseau, une entreprise dans un pays lointain puisse tout savoir de leur vie privée, qui sont leurs amants, ce qu'ils mangent, quels sont leurs problèmes de santé, ce genre de choses. Ça fait peur, mais vous savez, vous pourrez aussi apprendre des détails sur cette entreprise-là, qui jusqu'à maintenant pouvait les garder confidentiels. Si vous voulez un exemple, allez visiter le site MacLibel sur le web, où vous verrez tous les gens qui sont déçus par McDonald's. On voit bien qu'ils ne sont pas immunisés contre ça.
Internet est une arme extrêmement puissante et ça marche dans les deux sens. C'est une nouvelle société qui devient de plus en plus transparente dans les deux sens et dans laquelle les particuliers et les entreprises peuvent en connaître plus les uns sur les autres. La perte de vie privée est inquiétante, nous devons en même temps d'être patients. Cette transparence nous mènera peut-être à une situation plus saine, plus raisonnable que celle qu'on a pu connaître jusqu'ici. Ce sera peut-être horrible, on ne peut pas savoir, c'est tellement compliqué qu'on ne peut pas le prédire. Nous nous devons d'essayer, nous le devons aux générations futures. Il va s'inventer un nouveau scénario. Et ce scénario, il va s'inventer sur des bases de civilisations différentes. Ce qui nous manque le plus aujourd'hui, ce sont les philosophes qui pensent les fondements de la loi. C'est une mutation de civilisation. Ça ne se traite pas en termes politiques. Ça ne se traite même pas en termes culturels. La civilisation, c'est ce qu'il y a à la racine et de la politique, et de la culture, et de l'économie. Ce sont les réflexes de base presque de notre cerveau qui sont à revoir. Alors, on vit cette expérience-là concrètement et très simplement quand on est un enfant et qu'on se branche sur le réseau et qu'on, je sais pas, un gosse qui a son CD-ROM et qui fait des jeux virtuels en réseau, il est de plein pied dans cette réinvention-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de théoriser ça, il n'a pas besoin de se constituer ni une armature politique, ni une armature idéologique pour fabriquer cette nouvelle civilisation. Son cerveau s'adapte à cette nouvelle infrastructure presque spontanément. Et il invente ce nouveau monde presque spontanément.